Le monde végétal des forêts tropicales est peuplé de plantes singulières. Des plantes dont l'étude a fait incroyablement progresser notre connaissance de la nature, les orchidées. Exotiques, bizarres, mystérieuses, ces plantes des régions les moins accessibles de la planète ne cessent de nous intriguer. Dans la nature, une telle beauté n'a qu'une seule raison d'être, se reproduire. Pour y parvenir, les orchidées déploient toutes les astuces, toutes les ruses possibles et imaginables. Ces stratagèmes, parfois sophistiqués à l'extrême, ont retenu l'attention d'un naturaliste de génie, Charles Darwin. Soucieux de développer sa théorie de l'évolution, il mène des études minutieuses sur les orchidées et découvre un monde si étrange qu'il a peine à croire en ses propres conclusions. Par la suite, les scientifiques feront des découvertes plus étranges encore, révélant les extraordinaires artifices mis au point par certaines orchidées pour manipuler leur environnement en vue de leur pollinisation. Les orchidées forment l'une des familles de plantes les plus diversifiées au monde. Au dernier recensement, elles comptaient plus de 25 000 espèces. Dans le monde végétal, une espèce de plante sur 20 est une orchidée. Ces plantes sont d'une variété stupéfiante. Certaines sont petites ou discrètes, comme l'orchis à bulbe ou orchis musc, et l'orchis grenouille, que Darwin connaît bien, car ces orchidées poussent près de chez lui, sur les collines du sud de l'Angleterre. D'autres sont tout à fait spectaculaires, comme ce sabot de Vénus, et peuvent mesurer près d'1 mètre. Ce spécimen pousse dans une forêt bien spécifique du mont Kinabalu, qui regorge d'orchidées de toutes sortes. Un vrai paradis pour les botanistes. Anthony Lamb explore les montagnes de l'île de Bornéo depuis 50 ans et fait sans cesse de nouvelles découvertes. Nous sommes à presque 1600 mètres d'altitude sur le mont Kinabalu. De toutes les forêts de Bornéo, c'est celle-ci qui abrite la plus grande diversité de plantes. Les arbres sont couverts de mousse et les orchidées grimpent partout. Il y en a une quantité phénoménale. Le mont Kinabalu est l'un des lieux les plus riches en orchidées de la planète. 50% des orchidées de Bornéo poussent sur le mont Kinabalu. On en a recensé environ 870 espèces jusque-là, mais on continuera à en découvrir de nouvelles, avec encore des caractéristiques différentes. Je ne serais pas étonné qu'à terme, on arrive à près de 900 espèces rien que sur le Kinabalu. Ce serait 4 fois plus que sur tout le territoire européen, rien que dans les forêts tropicales d'une seule montagne de Malaisie. Il y a ici tellement d'orchidées que certaines espèces n'avaient été repérées qu'une fois par le passé. Voyez comme cette forêt est dense. Une centaine d'espèces d'orchidées découvertes sur le Kinabalu n'apparaissent que dans une seule collection. Nous avons récemment redécouvert des espèces repérées 70 ans, voire 100 ans en arrière, et qui n'ont jamais plus été vues depuis. Et elles n'avaient évidemment jamais été photographiées auparavant. Mais il n'est nul besoin de se rendre dans des lieux reculés de la planète pour voir des orchidées spectaculaires. De magnifiques spécimens poussent en abondance un peu partout en Europe, même le long des routes.
Les collines de craie du sud de l'Angleterre sont hérissées d'orchidées. Ce sont ces spécimens qui attirent l'attention de Charles Darwin. Le talus aux orchidées, ou Orchid Bank, ainsi qu'il appelle l'un de ses lieux d'observation favoris, est un véritable laboratoire naturel situé tout près de sa maison, Down House, dans le Kent. En 1859, Darwin publie De l'origine des espèces, ouvrage dans lequel il expose les grandes lignes de sa théorie de l'évolution, selon laquelle les espèces évoluent au fil du temps sous l'effet de la sélection naturelle. Il y propose une histoire des espèces sous la forme de ce qu'il appelle un arbre de la vie. Mais la sélection naturelle peut-elle vraiment expliquer à elle seule l'incroyable diversité du vivant ? De nombreux scientifiques de l'époque de Darwin tiennent cela pour impossible. Darwin sait qu'il doit mener des recherches plus poussées pour établir sa théorie sur des bases solides. Il relate ses observations et expériences avec force détail et se met en quête de preuves du processus de sélection naturelle en étudiant la faune et la flore locale. Rapidement, il est pris de fascination pour les orchidées et leurs fleurs. Celles-ci sont ingénieusement structurées de manière à ce que le pollen soit prélevé puis déposé sur un autre spécimen de la même espèce. Peu après avoir commencé ses investigations, il écrit « En observant les orchidées, peu de faits m'ont frappé autant que la diversité infinie de structures utilisées dans le même but, à savoir la fécondation d'une fleur par le pollen d'une autre. » Cette pollinisation croisée permet d'entretenir la diversité génétique des populations, diversité qui est à la base du principe de sélection naturelle de la théorie de Darwin. Le célèbre botaniste constate rapidement que les fleurs des orchidées sont très différentes de celles des autres plantes. De nombreuses fleurs que nous connaissons bien ont des pétales identiques entre eux, arrangés en couronne autour des organes sexuels de la plante. Les orchidées, elles, possèdent généralement un pétale très différent des autres. Nous savons depuis que cela est dû à une particularité du code génétique des orchidées qui permet aux pétales d'être très différents les uns des autres, d'où cette extraordinaire diversité. Le pétale inférieur, ou labelle, prend des formes et des couleurs extrêmement variées. Cette sorte de longue langue permet aux orchidées de développer d'incroyables stratégies pour assurer leur fécondation. L'une des espèces les plus singulières pousse aux États-Unis, dans les Appalaches. Ces montagnes millénaires sont couvertes de gigantesques forêts. Là, sous les arbres, foisonnent les cypripediums, genre dont on connaît en France le sabot de Vénus. Il en existe de nombreuses espèces, telles que le cypripède rose ou cypripède à caules, et le cypripède pubescent de couleur jaune. Le genre doit son nom vernaculaire à son labelle en forme de sabot ventru. Les abeilles sont attirées par la couleur vive du labelle et finissent par y entrer en empruntant le trou situé dans la partie supérieure. Une fois à l'intérieur, elles ne peuvent plus ressortir par ce même trou car les parois internes sont trop pentues et glissantes. Mais il y a un échappatoire, un passage étroit situé à la base du pétale. L'orifice est réduit, mais l'abeille en quête de liberté se contorsionne et finit par sortir.
Cette unique issue de secours force l'abeille à passer tout contre le pollen de la fleur, dont une partie se dépose sur son abdomen. Un peu secouée par sa mésaventure, l'abeille se repose un instant. Et voici la raison de la diversité des orchidées. Elles ont développé les ruses les plus élaborées pour amener les insectes à transporter leur pollen d'une plante à l'autre. Bientôt, l'abeille est attirée par un autre sabot de Vénus et une fois de plus, elle se laisse entraîner à l'intérieur du labelle. Maintenant, elle sait par où sortir, mais alors qu'elle s'agite pour s'extirper du sabot, le pollen collé à son abdomen se dépose sur le stigmate, l'organe reproducteur femelle de la fleur. C'est gagné. L'orchidée va pouvoir se reproduire. La fécondation croisée produit des semis plus sains que l'autofécondation. Cela vaut pour de nombreuses espèces végétales, mais vaut aussi au sens large pour beaucoup d'animaux, ainsi que pour les humains. On comprend donc l'intérêt porté par Darwin au mode de reproduction des orchidées et à la façon dont elles évitent l'autofécondation qu'il compare aux unions consanguines. En effet, il est marié à sa cousine germaine Emma et 3 de leurs enfants sont morts en bas âge. Darwin s'est toujours senti coupable et se demande si la faible santé de ses enfants pourrait être due à son mariage consanguin. Inquiétude qui a probablement nourri sa passion pour la reproduction des orchidées. Son fils Francis l'aide dans ses recherches et illustre les observations de son père. Bientôt, père et fils découvrent une autre particularité des orchidées qui influe grandement sur la vie de la plante. Leur pollen est concentré en 2 ou plusieurs petites masses formées de grains agglomérés qu'on appelle pollinies. La base de chaque pollinie comporte un petit disque visqueux, le visidium, qui permet à la plante de coller son pollen sur le corps de l'insecte en visite. Les plantes ne dépendent pas toutes des insectes pour assurer leur pollinisation. Les graminées s'en remettent au vent, qui disperse le pollen alentour, au petit bonheur la chance. C'est toujours un hasard si quelques grains atterrissent sur une fleur femelle de la bonne espèce. Les orchidées, elles, ne dépendent pas des hasards du vent, puisqu'elles comptent sur les insectes pour transporter leur lourde pollinie d'une plante à l'autre. La plupart des plantes produisent une substance sucrée pour attirer les insectes pollinisateurs. Ce nectar est une importante source d'énergie pour eux. C'est le cas de certaines orchidées. Une listère à feuilles ovales. Ces petites fleurs vertes sécrètent tant de nectar qu'il ruisselle le long de sa longue langue bilobée et forme un filet de liquide gluant qui attire toutes sortes d'insectes, dont de petites guêpes. Au fil de son repas, la guêpe remonte le labelle. Arrivée tout en haut, elle se heurte aux pollinies qui restent collées sur sa tête. Bientôt, elle reprendra son vol afin de poursuivre son repas ailleurs, de préférence sur une autre listère, qui sera alors fécondée. Ce coléoptère est en train de se gaver de nectar. Il ne semble pas se rendre compte que de plus en plus de pollinies s'agglutinent sur sa tête. De son côté, cette mouche a aspiré tant de nectar qu'elle doit le régurgiter de manière à ce qu'une partie de l'eau qu'il contient s'évapore et qu'elle puisse l'ingurgiter à nouveau sous une forme plus concentrée.
Celle-ci a réussi à ne pas se charger de pollen. Le coléoptère, lui, a maintenant une telle quantité de pollinie sur la tête qu'il a du mal à se nourrir. Mais il est assez fort pour les soutenir avec sa patte avant. Ces pollinies contiennent tout le pollen de la fleur dont le coléoptère se nourrit. Si elles sont détruites, ou si l'insecte ne dépose pas le pollen sur une autre orchidée de la même espèce, cette fleur ne pourra pas en féconder d'autres. En effet, contrairement aux graminées, chaque fleur de l'orchidée n'a qu'une seule chance de se reproduire. Comment une orchidée peut-elle augmenter la probabilité qu'un insecte rende visite à une autre orchidée de la même espèce avec son précieux chargement de pollen? L'orchis moucheron a une méthode bien particulière. Chaque petite fleur est prolongée par un long éperon arqué vers le bas, à l'extrémité duquel est logé le nectar, visible à travers ses parois très fines. Ce nectar n'est accessible qu'aux insectes possédant de longs suçoirs, comme les papillons. Après quelques tentatives infructueuses, cette vanesse de chardon, ou belle dame, trouve enfin l'entrée de l'éperon nectarifère et y enfile sa longue trompe. Elle doit l'introduire très profondément pour atteindre le délicieux nectar et au cours de l'opération, une pollinie se dépose à la base de son suçoir. N'ayant pas à rivaliser avec beaucoup d'autres insectes pour le nectar des orchis moucherons, il est logique qu'elle se rende ensuite sur une autre orchidée de la même espèce pour continuer à butiner. Ce faisant, elle déposera le pollen sur l'organe reproducteur femelle de la fleur suivante. Au fil de ses observations, Darwin comprend de mieux en mieux comment les orchidées ont évolué pour faire exploiter au mieux les insectes. Une espèce semble pourtant échapper à ce principe. Un jour, on envoie à Darwin une orchidée malgache, l'étoile de Madagascar. Comme l'orchis moucheron, cette espèce possède un éperon, mais celui-ci mesure plus de 30 cm. Quel animal peut bien féconder cette orchidée? Il doit y avoir un papillon à Madagascar dont la trompe est assez longue pour atteindre l'extrémité du nectaire. Darwin est déjà mort lorsqu'on découvre qu'il s'agit du sphinx, un papillon crépusculaire dont le suçoir mesure 30 cm. On l'a vu pour la première fois à l'action il y a quelques années. L'entomologiste Philippe Devries parcourt alors les forêts de Madagascar pour observer de nuit cette fameuse orchidée. Une fois installé dans la canopée avec ses caméras infrarouges, il ne lui reste plus qu'à attendre. Le voilà! Il voltige devant l'orchidée. Le voilà qui déroule sa trompe. Incroyable! Regardez ça. L'hypothèse de Darwin est validée 143 ans plus tard. Si Darwin avait été là, sans doute aurait-il réagi de la même façon. Incroyable! Former d'étroits partenariats avec un nombre réduit d'insectes pollinisateurs est le meilleur moyen pour une orchidée d'assurer sa reproduction. Dans les régions tropicales d'Amérique, certaines espèces d'orchidées ont développé une méthode particulièrement ingénieuse. Ceci est une abeille euglossine
ou abeilles à orchidées. Seules les abeilles euglossines mâles visitent les orchidées. Elles butinent en groupe et seulement certaines espèces d'orchidées. Mais elles ne cherchent pas de nectar. Cette orchidée produit une huile que l'abeille gratte avec ses pattes avant. Puis elle la transfère sur ses pattes arrière par petits paquets en voltant au-dessus de la fleur. L'huile est alors convertie en une substance que les abeilles femelles trouvent irrésistible. Seules ces abeilles-là exploitent l'huile produite par l'orchidée pour la fabrication de leur miel. Comme l'étoile de Madagascar et l'orchis moucheron, cette orchidée des zones tropicales américaines a tissé un lien exclusif avec son insecte pollinisateur, sur qui elle peut compter pour assurer le transfert de ses précieuses pollinies. Mais certaines orchidées ne produisent aucune récompense, ni nectar, ni huile, rien. L'orchis bouffon est de celle-là. Darwin refuse de croire que certaines orchidées ne produisent aucun nectar. Pourquoi un insecte irait-il sur des fleurs qui n'ont rien à lui offrir? Selon lui, les insectes sont trop intelligents pour gaspiller leur temps en rendant visite à des fleurs sans nectar. Il dissèque donc la fleur pour découvrir où elle cache son nectar. Mais il n'en trouve pas. Il reste toutefois persuadé qu'il doit y en avoir quelque part. Mais cette fois, Darwin se trompe. Nous savons désormais qu'un tiers des espèces d'orchidées ne produit aucune substance utile aux insectes. Dans ce cas, pourquoi les insectes se laissent-ils manipuler de la sorte? Pour Darwin, il s'agirait d'une formidable imposture. Pour un insecte, l'orchis bouffon ressemble à une fleur qui produit du nectar. De plus, elle est entourée d'autres espèces qui, elles, en produisent bel et bien. Ça vaut donc le coup d'essayer. En inspectant la fleur, l'abeille se couvre de pollen et quand elle s'en va, toujours aussi affamée, elle les transporte avec elle sur d'autres fleurs. Une grande partie des 25 000 espèces d'orchidées que compte notre planète leurrent les insectes en leur faisant de fausses promesses. Elles vont même jusqu'à leur faire miroiter un illusoire coït. Le label de certaines orchidées ressemble en effet, à s'y méprendre, à un insecte. Celui de l'Ophrys abeille, par exemple. Pour attirer les abeilles mâles, ces fleurs doivent les convaincre que leur pétale inférieur est une abeille femelle. Mais un insecte peut-il vraiment se laisser berner de la sorte? Pour comprendre comment l'orchidée parvient à ses fins par ce genre de stratagème, il faut observer une colonie d'abeilles. Au printemps, l'air vibre d'abeilles mâles. Elles ont passé l'hiver sous terre, à l'état larvaire, dans les nids où elles ont achevé leur croissance. Les mâles émergent avant les femelles et sont impatients de s'accoupler. L'abeille femelle émet des phéromones particulières qu'un mâle peut percevoir même lorsqu'elle est encore enfouie dans le sol. Dans son excitation, il essaie de la déterrer. Bientôt, les premières femelles sortent de terre. Presque immédiatement, elles sont assaillies de toutes parts par les mâles, qui ont une bonne raison de se précipiter, car chaque femelle ne pourra s'accoupler qu'une fois. Il leur faut donc être les premiers. Les mâles doivent agir vite. Ils n'ont pas le temps de faire les difficiles. À partir du moment où ils sentent l'odeur des phéromones femelles, ils foncent. Et c'est cette impatience qu'exploite l'Ophrys abeille.
Cette orchidée sécrète une odeur analogue à la phéromone que la femelle synthétise pour attirer le mâle. Celui-ci se laisse abuser et se livre à des ébats sexuels avec la fleur. En se trémoussant sur elle, il accroche un peu de pollen et le tour est joué. Cela dit, cette ruse a des limites. Les insectes sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'ils se sont fait avoir. Peu d'entre eux se laisseront berner une deuxième fois. Pourquoi tant d'orchidées préfèrent-elles recourir à des ruses risquées plutôt que d'offrir une vraie récompense à l'insecte? Darwin ne peut se résoudre à admettre que l'orchis bouffon puisse être fécondé sans sécréter de nectar. On a découvert récemment que cette absence de récompense augmente en fait les chances de l'orchidée d'être fécondée. Il dépose une goutte d'un nectar artificiel sur certaines fleurs. Puis, ils observent le comportement des insectes. Les bourdons sont les principaux pollinisateurs de cette orchidée. Et les chercheurs ne sont pas surpris qu'ils passent plus de temps sur les fleurs recouvertes de nectar artificiel, occupés à boire tout leur soûl. Sur les plantes laissées sans nectar artificiel, ils passent 5 fois moins de temps. Ils n'inspectent que brièvement chaque fleur en quête de nectar, puis déçus, repartent. En observant ce qui arrive au pollen collecté par les bourdons au cours de l'opération, les biologistes remarquent que passer plus de temps sur les fleurs recouvertes de nectar augmente les risques que le bourdon dépose son précieux chargement sur la même plante, ce qui donnerait lieu à une autofécondation. Or, ce n'est pas là le but recherché par l'orchis bouffon. En ne produisant pas de nectar, la plante augmente ses chances que le bourdon s'en aille rapidement et féconde une autre plante. Cette orchidée est donc parfaitement conçue pour encourager la pollinisation croisée. Si cette observation échappe à Darwin, il découvre d'autres adaptations aussi ingénieuses. Au début du printemps, le sol des forêts du sud de l'Angleterre se couvre de fleurs sauvages. L'une d'elles est une orchidée haute et majestueuse, l'orchis ou satyrion mâle. C'est la toute première orchidée qu'observe le célèbre naturaliste. Il découvre que ces pollinies sont parfaitement adaptées pour assurer la pollinisation croisée. Il introduit la mine d'un crayon dans la fleur, comme s'il s'agissait de la trompe d'un insecte en quête de nourriture. Lorsqu'il la retire, il constate que des pollinies s'y sont accrochées. D'abord, il ne se passe rien de particulier, mais au bout d'environ 30 secondes, il assiste à quelque chose de tout à fait étonnant. Le caudicule des pollinies se penche vers l'avant. Darwin comprend immédiatement ce que cela signifie. Chacune des pollinies est ainsi dans la position idéale pour rencontrer l'organe reproducteur féminin de la fleur. L'orchidée repousse le processus suffisamment longtemps pour laisser à l'insecte le temps de terminer de butiner cette plante-là. Les pollinies ne seront en position de fécondation que lorsqu'il sera passé à la suivante. Quand une orchidée est fécondée, elle produit des milliers de graines. Ces graines sont aussi petites que nombreuses. Si petites qu'on dirait des grains de poussière. Et ces milliers de graines sont emportées par le vent.
Du fait de leur extrême petitesse, elles ne sont enveloppées d'aucun tissu nutritif qui les aiderait à se développer plus tard. Pour germer et se développer, les orchidées doivent utiliser une nouvelle astuce. Lorsque nous observons une forêt, nous ne voyons que des arbres et des plantes. Du point de vue de l'orchidée, les choses se présentent différemment. À l'échelle microscopique, le sol des forêts est un enchevêtrement de minuscules filaments. Le mycélium de certains champignons occupe tout le sol forestier. Pour nous, les champignons sont ces petits végétaux chapeautés que l'on va cueillir à l'automne dans les bois. Mais ce n'est là que la partie visible, la structure qui produit les spores, les organes reproducteurs des champignons. La plus grande partie du champignon est sous terre, occupée à décomposer et à digérer la matière organique qui se dépose sur le sol forestier. Ces filaments de mycélium s'enroulent autour des racines des arbres, leur apportant certains nutriments, tandis que l'arbre, en échange, procure aux spores les sucres fabriqués par photosynthèse au niveau des feuilles. La forêt fonctionne comme un gigantesque superorganisme au sein duquel les graines des orchidées sont des parasites. Les filaments de mycélium tentent de décomposer les graines, mais celles-ci contiennent des fongicides. Ainsi protégées, elles tournent la situation à leur avantage en absorbant les nutriments du champignon pour favoriser leur propre croissance. Chaque espèce d'orchidée dépend de champignons bien particuliers pour assurer sa germination et sa croissance, ce qui rend la culture de ces plantes difficile. Or, nombre d'entre elles sont menacées de disparition. Il est donc important de savoir comment les cultiver de façon à pouvoir les réimplanter par la suite dans leur habitat naturel. C'est ce que le projet de conservation des orchidées de Sainsbury essaie de faire depuis une trentaine d'années au Kew Gardens de Londres. Faire germer des graines d'orchidées en laboratoire est l'une des missions les plus difficiles qui soient pour les botanistes. Margaret Ramsay y travaille depuis des années. Elle a contribué à développer des techniques qui impliquent de savoir précisément de quel champignon se nourrit telle ou telle orchidée. On peut également nourrir les graines et les jeunes plants avec une gelée nutritive apte à remplacer le champignon. Ces orchidées ont été obtenues à partir de graines. Nous les avons fait pousser pour les réintroduire dans la nature. Celles-ci viennent de Madagascar. Mais l'une des espèces d'orchidées les plus difficiles à faire pousser est européenne. Il s'agit de ce sabot de Vénus qu'on trouvait autrefois en grand nombre en Angleterre. Hélas, au XIXe siècle, on les a arrachées les unes après les autres pour répondre à la demande des collectionneurs, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une dans la nature. Les spécialistes des Kew Gardens ont été chargés d'assurer la survie de l'espèce. Mais il a fallu plus d'une décennie de recherche pour découvrir les secrets de la germination et de la croissance de ce sabot de Vénus. Nous n'avons pas trouvé de champignons adéquats pour cette orchidée-là. Alors nous avons essayé de comprendre de quels nutriments avait besoin ce sabot de Vénus. La bonne combinaison de nutriments a finalement été trouvée grâce à un chirurgien pédiatre suédois qui utilisait des solutions intraveineuses pour ses jeunes patients et disait que si elles fonctionnaient sur eux, la même chose devait fonctionner sur les jeunes plants. Les graines sont stérilisées, puis dispersées sur une gelée nutritive spécialement élaborées pour leur germination. Ces graines sont là depuis quelques mois. Elles commencent seulement à germer. On voit les petits protocormes se former. Dès que les plants sont assez grands, ils sont transférés dans un plus grand récipient contenant davantage de gelée nutritive.
Je les transfère dans un autre récipient où il y a exactement la même gelée, mais où les plants ont plus de place pour se développer. La couche de gelée est plus profonde et un peu plus molle pour permettre aux racines de s'y enfoncer et de croître en s'enroulant dans le fond du bocal. Au bout d'environ 18 mois, le plant atteint cette taille. Nous allons le maintenir au frais pendant l'hiver avant de le mettre en pot. Plus tard, les plantes seront mises en terre là où elles avaient l'habitude de pousser. La plupart des sites sont tenus secrets pour ne pas donner de mauvaises idées aux collectionneurs. Un site est néanmoins ouvert au public afin de lui permettre de venir admirer cette orchidée spectaculaire. C'est probablement la plante la plus photographiée de Grande-Bretagne. Les Everglades sont une vaste zone humide subtropicale située dans le sud de la Floride. Cette immense prairie est entrecoupée de longues bandes de forêt très denses, voire impénétrables, et infestée de moustiques. Celle-ci est la Fakahatchee Strand. Elle n'est pas franchement accueillante, mais elle renferme un véritable trésor. Le voici, le Dendrophylax lindeni, ou orchidée fantôme. Pendant une grande partie de l'année, c'est tout ce qu'on peut en voir, quelques racines aériennes. La plante ne possédant pas de feuilles, ce sont ses racines de couleur verte qui assurent la photosynthèse indispensable à son alimentation. Avec l'été, vient la pluie, qui remplit de nouveau les marais, et l'orchidée se transforme. Dans la lumière tremblotante de la forêt subtropicale, elle révèle ses fleurs exquises. C'est peut-être la plus recherchée de toutes les orchidées. Il n'y a qu'environ 2000 orchidées fantômes dans toute la Floride et les lieux où elles sont observées ne sont pas divulgués. Et c'est bien ainsi, car sur les images filmées par des caméras cachées dans les forêts, on voit régulièrement des voleurs d'orchidées, les bras chargés de ces plantes si rares. Ces merveilles de la nature demeurent très convoitées dans le monde entier et il est urgent de les protéger. Parfois, les botanistes se voient proposer des aides inattendues. Une école du Somerset, dans le sud-ouest de l'Angleterre. À première vue, ce n'est qu'une école parmi d'autres. Mais sur le campus de Rislington, il y a des serres ultramodernes qui font partie d'un projet international, le projet Orchidée. Dans ces serres, les élèves cultivent plus de 1000 espèces d'orchidées des 4 coins du monde. Ils emploient les techniques des plus grands jardins botaniques. Et les résultats sont là. L'école possède son propre laboratoire de semis et de multiplication des orchidées. Chaque année, l'école produit des milliers de plantes. Ce faisant, elle contribue à la sauvegarde des orchidées du monde entier. Les plantes soigneusement cultivées dans les serres de Rislington sont ensuite vendues.
Une partie des recettes sert à financer des voyages de recherche dans les lieux les plus exotiques qu'un élève puisse imaginer. Il y a eu des voyages en Amérique centrale et en Amérique du Sud, au Brésil, au Belize et au Guatemala. Nous avons été aussi en Afrique du Sud, à Durban et au Cap. Et puis il y a eu l'Himalaya et le Laos dans le sud-est asiatique. Au Laos, on a aidé à construire un laboratoire de multiplication des orchidées, le premier de ce type dans le sud du Laos. Il sert à cultiver des orchidées à partir de simples graines. Là-bas, il y a beaucoup de gens qui font de la collecte sauvage. Si tous les pays où poussent des orchidées à l'état sauvage apprennent à les multiplier, le danger de voir disparaître les espèces sera réduit. Et on pourra alors contenter une partie des collectionneurs. Le projet Orchidée permet aux élèves de Rislington de se familiariser avec l'une des familles de plantes les plus fascinantes qui soient. En se prenant de passion pour ces plantes extraordinaires, ils marchent dans les pas de Darwin. L'un des terrains d'observation favoris du naturaliste était Down Bank, un site proche de chez lui. Peut-être est-ce cet endroit qu'il avait en tête quand il a écrit, à la fin de son célèbre ouvrage sur l'origine des espèces, « Quel intérêt ne trouve-t-on pas à contempler un rivage luxuriant, couvert de nombreuses plantes appartenant à de nombreuses espèces, avec des oiseaux chantant dans les buissons, des insectes voltigeant alentour. Il y a de la grandeur dans une telle manière d'envisager la vie. » La toute dernière phrase du livre pourrait faire référence aux seules orchidées, car il y parle de formes sans nombre, de plus en plus belles, de plus en plus merveilleuses, qui se sont développées et se développeront par une évolution sans fin. Évolution qui a fait des orchidées la famille de plantes la plus remarquable de la planète.